Merci beaucoup, Jacques. Et merci au comité d'organisation et au comité scientifique du MAPAR de m'avoir proposé d'animer cette partie contre l'utilisation de l'échographie pour évaluer la volémie. Donc, j'ai aucun lien d'intérêt ni pour cette présentation, ni de façon générale. Et ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand on m'a demandé de faire le contre la volémie. Voilà, tout le monde regarde l'échographie avec des cœurs dans les yeux. L'échographie, c'est beau, c'est facile, pocus pocus. Mais bon, c'est un peu plus difficile de faire le contre. Donc, je vais m'adonner à un sport qui est probablement très français, à savoir avoir un petit peu de mauvaise foi, mais quand même en exprimant à la fois des choses qui sont basées sur une expérience personnelle, mais aussi sur les données de la littérature. Donc finalement, le premier argument contre l'échographie, qu'est-ce qui m'est venu tout de suite en tête quand on m'a proposé ça? C'est de savoir si être pour ou contre évaluer la volémie en échographie, à quoi ça correspondait. En fait, c'est vouloir savoir si le patient, il va bénéficier d'une expansion volémique ou il va bénéficier d'une déplétion. C'est pas tant évaluer la volémie, on s'en fiche de savoir s'il est à 4 ou 6 litres. Ce qu'on veut savoir, c'est s'il va bénéficier d'une expansion volémique pour améliorer sa perfusion d'organes ou si au contraire il va bénéficier d'une déplétion. Donc le premier argument qui me vient en tête quand on parle de l'échographie, c'est que ça prend du temps. Voilà. C'est quelque chose qui est très peu quantifié dans la littérature, en tout cas en réanimation. On dit on a fait des échographies, on a fait etc. Mais mathématiquement, ça prend du temps. Et je pense qu'on l'a tous vécu. On est en garde à 23h45. Voilà, c'est l'avant-dernier patient, on est avec le chef. Et là, le chef dit ah, on va faire une échographie. Bonne idée, allons voir on va faire un petit coup d'écho. C'est jamais on s'installe, c'est on va faire un petit coup d'écho. Bonne idée. Du coup, on va aller chercher l'échographe. Parce que l'échographe, il n'est pas à côté, on ne se balade pas pendant qu'on fait la visite avec l'échographe. Donc on va chercher l'échographe à l'autre bout du service. On a de la chance, il est 23h45. L'échographe est a priori disponible. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Ensuite, on allume l'échographie. Voilà. On l'allume et puis on attend. Et puis on se rend compte que la batterie est déchargée, donc on va le brancher, et puis on va le rallumer, et puis on va attendre que ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume. Et hop, enfin on arrive. Voilà. Admettons qu'il est échogène, qu'on ne met pas 3-4 minutes à avoir chaque coupe. On y arrive, on peut faire toutes nos petites mesures, etc. Ensuite, il faut réfléchir, parce que c'est multiparamétrique. Alors on a une veine cave, mais c'est compressible. Oui, mais c'est à temps. Oui, mais c'est à temps. Et ce matin, c'était à combien? Donc là, on réfléchit. Et pendant ce temps-là, il y a les 20 autres patients de la réanimation, le déchoc qui arrive, les familles qu'il faut voir. Et ça, c'est un temps qu'on n'a pas pris pour faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout étudié dans la littérature, de savoir finalement quel impact ça a sur l'organisation générale de soins. Bon, l'autre argument, c'est que quand même, il existe des alternatives à l'échographie. Donc on en a parlé qui sont bien particulières. Donc le cathéter artériel pulmonaire, en particulier pour les défaillances droites, puisqu'il y a un vrai monitorage des cavités cardiaques droites et des pressions artérielles pulmonaires. Mais il y a aussi la thermodilution transpulmonaire, auquel on arrive très vite dans les algorithmes. Quand on voit les algorithmes, on dit échographie en premier, mais très vite on arrive à la thermodilution. La bioréactance, dont la valeur diagnostique a quand même beaucoup évolué entre le début des années 2010 et aujourd'hui, avec une amélioration quand même significative des capacités de ce dispositif à analyser le débit cardiaque et les variations de débit cardiaque. Et puis il y a plein d'autres techniques. Voilà, il y a le gap CO2, il y a le contour de l'onde de Poux, il y a des dispositifs non invasifs qui sont en train d'être développés, qui n'ont pas des aires sous la courbe qui sont parfaites, mais qui sont quand même dont les capacités de diagnostic s'améliorent d'année en année. Donc on va dire, bon, d'accord, pour monitorer le débit cardiaque, mais moi ce que je veux savoir, c'est si le malade il va répondre au remplissage. C'est ça ma question, c'est pas forcément d'avoir le chiffre de débit cardiaque. Et là aussi, finalement, quels que soient les algorithmes qu'on retrouve, finalement, ce qui est positionné en première position, c'est beaucoup, c'est essentiellement même, les tests dynamiques. Voilà, c'est les variations de pression pulsée, c'est les variations donc là, du diamètre de la veine cave inférieure, même si on a vu qu'il y a plein de limites et on va y revenir là-dessus. C'est les tests d'occlusion télé-expiratoire ou télé-inspiratoire sur la pression pulsée. Voilà, c'est un test dynamique, avant-après, entre guillemets, pour voir s'il y a une variation. Et puis il y a le test de passive leg rising, qui est le plus classique, qui est bien décrit, qui est avec une sorte de mini-fluid challenge endogène. Bon, ça repose pas sur l'échographie cardiaque, la plupart de ces tests-là. Donc,
en échographie, il y a finalement relativement peu d'indices dynamiques. Ça va être des combinaisons d'indices qui vont nous donner, cette information de l'intérêt ou non du remplissage. Et ça nécessite de répéter l'examen à plusieurs reprises. On le fait avant, on le fait après, comment est-ce que ça a évolué, etc. C'est pas comme sur un système de thermodission transpulmonaire. On voit la variation de pression pulsée qui baisse, on voit les résistances vasculaires systémiques qui vont baisser, on voit le débit cardiaque qui va augmenter, ou là, on a un reflet entre guillemets direct. Là, il faut répéter l'examen. On en revient à la limite du premier point qui est de, ça prend un petit peu de temps. Donc ensuite, on pourrait dire, d'accord, je peux évaluer ma réponse au remplissage, mais moi, je veux savoir si mon remplissage, il a quand même vraiment été efficace. Est-ce qu'il a répondu, est-ce qu'il a augmenté son débit cardiaque? Si je ne mets pas un coup d'écho pour voir le débit cardiaque, ou si je n'ai pas de Swan-Ganz, je ne peux pas savoir si ça a été efficace. En fait, probablement que si. Il y a des papiers qui sont en train de sortir, qui montrent que finalement, la variation soit de pression pulsée, soit de delta pp, donc le delta pp avant-après remplissage, sont assez bien prédictifs de est-ce qu'on a amélioré le débit cardiaque. Donc on peut ne jamais savoir à aucun moment avec ce genre de test-là à combien le débit cardiaque. Par contre, on sait avant si le patient va répondre et après s'il a répondu. Ce qui est finalement la première question. On en revient à la question du départ. Le problème, ce n'est pas la volémie. Le problème, c'est de savoir si on va améliorer le malade avec la thérapeutique qu'on va lui proposer. Et ça se retrouve dans d'autres études. Donc là, c'était les variations de pression pulsée avec le Fluid Challenge ou avec un lever passif de jambes qui monte des airs sous la courbe qui sont quand même pas mauvais, puisque sur le Fluid Challenge, on est à 0,88 d'air sous la courbe. Et juste sur le lever passif de jambes, on est à 0,75, qui correspond à peu près aux chiffres retrouvés dans l'étude précédente. Et on est toujours sur des cut-offs de 15% d'augmentation du débit cardiaque, donc ce qui correspond à ce qui est retrouvé dans la littérature en cardiologie. Bon, et puis parfois l'écho, c'est pas possible. Voilà, on a envie de faire un coup d'échographie, mais parfois c'est juste pas possible. C'est pas possible parce que le patient a une conformation anatomique adipeuse qui est gênante à la fois pour l'examen abdominal de la veine cave inférieure ou à la fois pour l'examen transthoracique. C'est pas possible parce que c'est physiquement pas possible. Là, c'est une photo d'un patient qui était brûlé sur une grande partie du corps, mais ça peut être aussi des pansements, les grands pansements de Sterno, ça peut être une cannulation par ECMO central, ça peut être un ventre ouvert. Les patients qui sont laissés en laparostomie, le ventre ouvert avec des pansements partout, c'est pareil, c'est quand même beaucoup plus difficile d'aller leur mettre un coup d'écho abdominal ou d'aller leur regarder leur myocarde en transthoracique. Bon, voilà. En traumatologie, parfois il y a de l'air. En chirurgie thoracique, parfois il y a de l'air. Dans plein de situations, parfois il y a de l'air. Et la moindre petite bulle d'air, clac, on perd complètement le signal. Et puis, parfois, juste, on ne peut pas parce que le patient, il n'a pas d'air, il n'est pas gros, il n'a pas de pansement, mais on va le positionner sur le ventre, on va le mettre sur un décubitus latéral pour aérer une atélectasie, etc. Et on ne va pas pouvoir physiquement lui faire une échographie cardiaque à ce moment-là. Et donc, il faudra trouver d'autres méthodes. Et encore, ça c'est lié au patient, mais parfois il y a aussi l'opérateur. Voilà, l'opérateur, il ne sait pas, il n'est pas formé, il y a une certaine forme de variabilité interopérateur. Donc il faut savoir aussi faire sans. Ça, c'est plus sur des raisonnements de questions d'équipe, puisque si on a un ou deux experts dans une équipe qui dit oui, mais c'est facile, il suffit de faire de l'écho, tous les gens de l'équipe ne sont pas toujours forcément des experts en échographie. Et puis on en revient forcément à la question du temps et de la nécessité de répéter des évaluations, et parfois ça n'est mathématiquement pas possible. Voilà. Et vous avez une question pour un malade qui est un peu instable sur le plan hémodynamique, mais vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a un autre malade aussi qui va mal, parce qu'il faut aller au bloc avec un troisième, et que parfois on n'a pas le temps. Pour revenir sur la question de la formation, j'aime bien cette étude. C'est une étude qui a été faite sur une très grande cohorte. Ils ont fait des dizaines d'études à partir de cette cohorte. Ils ont pris 16 étudiants en médecine, ils leur ont fait faire 20 mesures de débit cardiaque accompagnées par un expert qui était à côté de lui, qui mesurait avec lui, ils étaient ensemble. Et ensuite, ces 16 étudiants, ils ont fait 1155 échographies cardiaques avec mesure du débit cardiaque chez 40 patients de réanimation. Donc on est chez l'opérateur naïf et chez le patient de réanimation polyvalente, enfin on est vraiment dans notre population. Et puis ensuite, on a fait relire les images par un expert. Les images étaient analysables que dans 73% des cas. Donc un quart des cas, les étudiants n'avaient pas été capables de le faire. Et avec une variabilité qui était
monstrueuse. C'est-à-dire là, vous voyez, on est à plus ou moins 2,5 litres de débit cardiaque à peu près. Et dès qu'on arrive sur des débits un peu importants, qui sont en fait les débits de nos patients de réanimation, qui sont sceptiques, qui vont être en hyper débit à la phase initiale, là, c'est la chevrotine, quoi. Vous voyez que le blanc d'Altman, il y a 50% d'erreurs, globalement. Et ce n'est pas des étudiants qu'on fait une écho vite fait sur un coin de table, on leur a dit, allez, vas-y, maintenant tu te débrouilles. Voilà, ils ont eu 20 échographies accompagnées, enseignées, etc. Et ils en ont fait une centaine derrière. Et malgré ça, c'est pas très satisfaisant. Donc c'est le niveau de c'est nos internes en début de formation finalement. Donc c'est pas si facile que ça, l'échographie de réanimation. Et d'ailleurs, quand on fait une enquête auprès des réanimateurs en disant est-ce que vous avez une formation, donc POCUS, c'est Point of Care Ultrasound, c'est l'échographie corps entier, en particulier cardiaque. Ils ont fait une enquête auprès de réanimateurs, 182 répondants, en disant vous avez fait une formation, voilà, c'est une formation en 30 étapes, blablabla, à l'échographie. Est-ce que vous avez atteint les objectifs qui étaient fixés? Il y en a un peu moins de 7% qui avaient atteint la compétence. 94% quasiment avaient abandonné la formation. La plupart par manque de temps, et puis d'autres aussi qui disaient qu'ils avaient d'autres priorités, que finalement, ce n'était pas si important que ça avec le recul. Voilà, donc la formation est difficile, et en plus, les gens qui commencent à se former finissent peu les formations. Et quand on regarde les réanimations qui sont agréées, donc le College of Intensive Care Medicine, donc des réanimations, on n'est pas dans les pays du tiers-monde, hein, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, etc., la plupart des réanimations universitaires, donc plus des 3/4, n'ont aucun programme de formation pour leurs plus jeunes en échographie. Ça, c'est donné de 2020, hein, donc c'est assez récent. Il y en a un quart à peu près qui en ont, ils font des cours, quoi, mais rien de formalisé. Et il y en a 5% qui ont une formation formalisée avec un programme pour leurs étudiants pour les former à l'échographie. Voilà. Et par contre, dans celles qui ne font pas, il y en a à peu près 20% qui disent on laisse les internes faire des échos, prendre des décisions techniques dessus sans qu'on les ait formés, et puis voilà. Donc on est quand même très, 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 très loin aujourd'hui d'avoir globalement un niveau collectivement suffisant pour faire bien de l'échographie à l'échelle globale, en tirer des conclusions et adapter nos prises en charge pour nos patients en réanimation. Parce que l'interprétation elle peut être difficile. On l'a vu, hein. Bon, alors la veine cave, il y a plein de limites, mais vous avez une veine cave comme ça. Est-ce que c'est de la ventilation spontanée? Si c'est de la ventilation mécanique, à combien la PEP? Est-ce qu'il y a une EP? Est-ce que l'EP elle est importante, pas importante? Est-ce que c'est un insuffisant respiratoire chronique avec un cœur pulmonaire chronique ou pas? Est-ce qu'il y a un pneumothorax, une tamponnade, Voilà, il y a plein de questions. Donc il faut interpréter. Il y a des chiffres avec des algorithmes, et puis ensuite il faut interpréter les chiffres en fonction de ce qu'a le malade comme tableau clinique. C'est la même chose pour l'échographie cardiaque, même si l'échographie cardiaque donne un peu plus d'informations, donc c'est un peu plus facile de contextualiser les choses. Est-ce qu'il y a une valvulopathie? Une fraction d'éjection à 75%, c'est pas la même chose avec une IM grade 4 qu'avec une valve mitrale qui est complètement occlusive. Comment est sa poche charge? Pareil, on peut avoir une bonne EFE, et puis en fait, dès que la poche charge elle est à peu près correcte, la FE elle va s'effondrer. Donc ça, pareil, on revoit, il faut refaire l'échographie quand les conditions varient. Est-ce que le patient est en FA? Est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque chronique, etc., etc., etc. Et donc, on a des tableaux, que j'ai empruntés à l'orateur précédent. On a des tableaux qui sont d'une grande aide pour nous aider à interpréter des situations qui sont un petit peu caricaturales, mais quid des mécanismes intriqués? C'est-à-dire que parfois, si on a un patient cardiopathe avec 30% de fraction d'éjection qui est en choc septique sur péritonite, il aura à la fois l'hypovolémie, à la fois la défaillance cardiaque gauche et à la fois la vasoplégie. Et donc, on va se retrouver... c'est comme dans la cité de la peur, c'est qui le plus fort? C'est l'hippopotame ou c'est l'éléphant? Voilà, c'est pareil, c'est l'hypovolémie ou c'est la vasoplégie? Est-ce qu'on va avoir un peu plus de vasoplégie ou un peu plus d'hypovolémie, ou quel marqueur va arriver? Et puis on va se retrouver finalement dans une espèce de grey zone globale. Et puis est-ce que c'est si utile? Est-ce que c'est si utile que ça de monitorer la volémie avec l'échographie? On aurait tendance à vouloir dire oui. Il y a même une revue sur l'échographe en réanimation, c'est les machines qui sauvent la vie. Donc le réanimateur n'est qu'un outil de la machine qui est là pour tenir la sonde, c'est la machine qui sauve la vie. Bon, il y a un titre qui est attirant, mais la conclusion est quand même que les recherches courantes qui veulent démontrer que le Critical Care Ultrasound pourrait sauver des vies sont très hétérogènes. Il y en a qui disent que ça fait trop rien, et d'autres qui disent que ça pourrait
worsen prognosis, aggraver le pronostic. La conclusion globale est il y a un peu plus d'études en faveur qu'eux, mais voilà, donc probablement que ça sauve des vies. Alors j'ai bien aimé cette étude, c'était une étude observationnelle, ils ont pris 36 centres, donc essentiellement nord-américains, et vous voyez en haut à... Je ne sais pas si j'ai une... Est-ce que j'ai un... Ouais. Vous voyez en haut ici, c'est comment est-ce qu'ils ont guidé leur réanimation à la phase initiale d'un état de choc. Donc empirique, 60% à peu près, vous voyez que les ultrasons, là, on est à 30% des malades qui ont eu une échographie à la phase initiale pour guider la prise en charge. Donc c'est quand même, voilà, c'est les Américains, quoi. Ils utilisent de façon très importante les ultrasons, et on voit dans les chiffres que globalement, il y a à la fois plus de remplissage dans le groupe de ceux qui ont eu une échographie et plus de noradrénaline dans ce groupe-là. Donc on se dit, bah, ça tombe bien, ils ont eu une échographie, donc on a été plus agressif dans leur prise en charge, on a fait des diagnostics, on a avancé, et donc ces malades-là ont été mieux pris en charge. Il y a un petit biais, c'est que c'était les patients les plus graves. C'est une étude observationnelle, donc il a fallu faire plein d'analyses multivariées pour essayer de s'affranchir des critères de gravité à la phase initiale. Mais en analyse univariée, on voit que les ultrasons versus empiric management, bah, sur le vasopressor use, et bah, le fait d'avoir une échographie cardiaque à un moment de la prise en charge, quelle que soit la gravité initiale du malade, était un facteur associé au fait de recevoir des fluides ou des vasopresseurs. Voilà, indépendamment de la gravité. Et donc on se dit, bon, bah, tant mieux, mais est-ce que ça, du coup, ça doit améliorer la mortalité? Et bien en fait, pas du tout. Voilà, c'était pas du tout associé à la survie de la mortalité. Donc se pose la question, on a un groupe de patients pris en charge dans des conditions modernes, dans des pays modernes, en 2020 aux États-Unis. Ils sont plus traités et il n'y a pas d'amélioration. Donc se pose la question quand même de bah, quel impact ça a sur nos pratiques au lit du malade de faire toutes ces échographies, d'en tirer des chiffres et de les avoir. Et donc quand on cherche overtreatment, ICU, ultrasound ou échographie, on trouve rien. Alors, déjà, on n'est pas très bon dans notre spécialité pour évaluer notre overtraitement par rapport à d'autres spécialités comme la gériatrie ou la médecine interne, etc. Mais on ne trouve rien du tout. Donc, mais les données précédentes quand même posent réellement la question de est-ce qu'on ne fait pas un peu de surtraitement avec l'utilisation de ces dispositifs. Une étude qui est encore plus récente, qui est une analyse ancillaire de Frog ICU, qui était une étude observationnelle destinée à évaluer le pronostic des malades en réanimation, leur devenir, les facteurs associés à ce pronostic, donc était vraiment orientée sur la question du pronostic. Donc ils ont fait une étude ancillaire, ils ont inclus quasiment 1400 malades, et il y en avait 372 qui avaient eu une échographie dans les 72 premières heures. Donc pareil, phase initiale de prise en charge, guidage, monitorage hémodynamique. En analyse non ajustée, aucun effet sur la mortalité. Donc ils se sont dit, bon, on va l'ajuster sur plein de trucs. La gravité, la cardiopathie sous-jacente, on va faire plein d'analyses de sensibilité pour essayer de démasquer un peu la sous-population ou le contexte dans lequel ça pourrait être utile. Bon. Alors ça fait pas pire, hein. Ça fait pas pire, il n'y a pas un franc c'est worse with echocardiography. Mais dans aucune situation qui a été analysée, ils trouvent qu'il y avait un bénéfice clair à l'utilisation de l'échographie cardiaque à la phase initiale de prise en charge des patients de réanimation, en réanimation polyvalente. Encore une fois, là, on est en dehors de la littérature, chirurgie cardiaque, cardiopathe spécifique, etc. Bon, ok, peut-être que pour l'hypovolémie, la phase initiale de prise en charge, etc., c'est pas parfait, c'est pas idéal, mais bah, pour la surcharge, c'est utile quand même. On l'a vu dans les topos précédents, on voit est-ce que c'est gonflé, pas gonflé, ça va guider la déplétion. Bah, peut-être, mais pour l'instant, on manque beaucoup de données pour le dire. Et donc là, c'est une étude qui avait été faite toujours par l'équipe de Pierre-Grégoire Guinaud sur le Vexus, donc ce qui a été présenté par Anatole précédemment, donc le score de congestion, hein, avec les scores 0, 1, 2, 3, et puis l'association dans une population, cette fois-ci de réanimation polyvalente. Donc on sortait complètement de la chirurgie cardiaque, on était en réanimation polyvalente. Ils ont inclus 150 patients. Ils ont fait un score échographie de congestion veineuse, donc le Vexus à J1, J2, J3 et le jour de la sortie. Ils ont regardé si l'apparition ou le score de congestion, l'évolution du score de congestion était associée à l'insuffisance rénale aiguë, ce qui n'est pas le cas, à la mortalité à 28 jours, ce qui n'est pas le cas.
Donc on peut dire oui, mais c'était à l'admission, peut-être qu'en fait à J2, J3, etc., bah, ça commençait à sortir, pas plus. Peut-être, mais les plus graves, alors les très congestifs, 2-3, pas plus. Donc c'est une étude qui est très préliminaire, qui vient de sortir, elle est publiée depuis une quinzaine de jours, donc avec un petit effectif. Donc très honnêtement, je pense qu'au moins, ne serait-ce qu'avec les données qu'Anatole nous a montrées sur l'insuffisance rénale, on aura des données à un moment, mais pour l'instant, ce n'est pas hyper encourageant. Dans cette étude randomisée, qui n'est pas vraiment de la réanimation, qui est du post-opératoire lourd, c'est de la réachir essentiellement programmée lourd, ils ont randomisé les patients, soit des patients sont courants, vous faites comme d'habitude, soit vous les guidez par l'échographie pulmonaire et vous arrêtez quand ça devient un petit peu plus congestif. Aucune différence, ni sur... donc ils ont quand même randomisé quasiment 75 et 90 patients dans les groupes. Pas de différence sur la mortalité, pas de différence sur les vasopresseurs, pas de différence sur l'acute kidney injury, pas de différence sur les ventilateurs free days. Il y avait une petite différence sur la durée de ventilation mécanique, mais on est sur du post-op programmé, donc on est à 22 heures, 24 heures, quoi. On est à plus ou moins une journée de durée de ventilation mécanique. C'est pas vraiment notre population, mais finalement, là, le fait d'avoir un protocole qui était très rigoureux, guidé par l'échographie pulmonaire, n'a pas fait plus que traitement empirique, on fait comme d'habitude. Donc la phrase de « je vais lui faire un coup d'écho, regarder ses pressions de remplissage pour voir s'il pourrait bénéficier un peu de diurétique », c'est une phrase qui est probablement pertinente, mais qui est prononcée beaucoup trop en amont avant l'évaluation de plein d'autres paramètres, en particulier comment est sa pression artérielle, son bilan très-sorti, est-ce qu'il a beaucoup, pas beaucoup de sodium. Faites les comptes, ça c'est rigolo, vous faites les comptes avec vos internes, vous prenez la feuille d'anesthésie du patient qui est arrivé la nuit, et vous faites la balance entrée-sortie du SOD du patient. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, il est à H12 de réanimation, il a plus 90 grammes de sel en 12 heures. Son poids, la cinétique du poids, l'hydratation extracellulaire, intracellulaire, radiothoracique, éventuellement le BNP. Et si ensuite, avec tous ces paramètres-là, on ne sait pas s'il faut ou non dépléter le malade, alors oui, en effet, on va pouvoir se poser la question de est-ce qu'il y a une hypervolémie. La vraie question étant aussi, comment va le patient? Est-ce qu'il va bien? Et si on ne faisait juste rien du tout, d'où on va aller lui mesurer les pressions de remplissage, s'il va bien. Donc, un conseil, ça c'est les conseils, on a tous connu un vieux entre guillemets qui nous disait mais fais clinique, lâche ton échographe, lâche ton... Moi j'ai posé des KT les yeux fermés, les mains dans le dos, sans échographe à mon époque et les gens ne sont pas morts, ou arrête de regarder que ta bio, regarde le patient. On a tous connu un comme ça. Et ils ont raison. Plus de chiffres, plus d'images ne sont pas des garants d'amélioration de la prise en charge. D'ailleurs, souvent, on peine à prouver le fait que plus on fait technique, mieux on fait. Alors parfois, c'est évident. L'échographie pour la pose de voix d'abord, c'est évident. Il y a des études, c'est clair, c'est net, c'est facile à prouver. Mais parfois, c'est pas facile. Et quand c'est pas facile, c'est est-ce que vraiment c'est utile ou pas. L'anamnèse et l'interrogatoire sont importants, y compris en réanimation. Il faut bien connaître tous les éléments de la médecine et raisonner avant d'avoir les données. C'est-à-dire avoir fait une échographie cardiaque à un malade parce qu'il est en état de choc sans avoir regardé s'il était marbré, ça n'a pas de sens. En tout cas, pour moi, on peut en discuter après, mais ça n'a pas de sens. Et un patient en hypervolémie, c'est pas toujours un patient à dépléter. Un patient en hypovolémie, c'est pas toujours un patient à remplir. Et donc, il n'y a pas toujours d'intérêt à aller évaluer la volémie. Et il y a des situations dont on sait qu'elles sont associées à une hypovolémie massive. Un choc hémorragique qui arrive, qui a saigné 2 litres sur la route, on ne va pas lui faire une échographie, ça ne sert à rien de lui faire une échographie pour aller évaluer sa volémie à l'arrivée. Pareil pour la péritonite stercorale de 60 ans qui est en choc septique et qui a traîné dans les étages, il va prendre entre 12 et 24 litres sur les 24 premières heures. Donc on sait qu'il est hypovolémique. À part, entre guillemets, prendre du retard au remplissage et donc à l'amélioration de l'oxygénation tissulaire, à mon sens, faire une échographie, c'est perdre du temps dans ces situations-là. À l'inverse, un patient qui arrive en OAP avec des jugulaires comme ça, qui n'arrive pas à s'allonger et qui crépite, il est en surcharge. Ses pressions de remplissage, elles peuvent être élevées, basses, moyennes, intermédiaires. Je vais lui faire des diurétiques à ce malade-là. Donc, encore une fois, il faut revenir parfois à un petit peu de bon sens et d'examen clinique. Puisque l'examen clinique, c'est pas si mal que ça, en fait, même en réanimation. Donc là, on reprend la même cohorte que tout à l'heure. Ils ont pris un peu plus de 1000 patients de réanimation.
Ils ont recherché, donc c'est pas de la chirurgie lourde programmée, c'est un reste de la diapo, de l'autre diapo. C'est de la réa polie. Ils ont recherché 19 signes cliniques à l'arrivée. Voilà. Et ensuite, ils ont évalué et ils ont vu que 5 signes cliniques, ça prédisait aussi bien que la PASH ou l'IGS-2 la mortalité des patients. Voilà. Ça a la même valeur. Examiner les malades et rechercher des signes cliniques de gravité, ça prédit aussi bien et ça prédit même mieux que le SOFA. Donc voilà. Et quand on regarde spécifiquement en disant oui, bon, d'accord, mais le débit cardiaque, l'insuffisance cardiaque, c'est quand même un peu plus technique que juste je vais mourir et je ne vais pas mourir. Il y a aussi des signes cliniques qui sont associés à un bon débit cardiaque, c'est le patient qui est conscient et qui vous parle, et puis des signes qui sont associés à un bas débit cardiaque. Et donc attention, spoiler, c'est connu au moins depuis les années 1920, c'est le patient qui a un temps de recoloration cutanée qui est allongé, c'est un patient qui est froid, c'est un patient qui a des marbrures, c'est un patient qui est polypnéique et qui est bradycarde. Voilà. Et ça, quand on a ça, on a un patient qui est en bas débit cardiaque. Donc ensuite, on peut faire une échographie pour quantifier, mais finalement, avec ces informations-là, un test de remplissage avec un test de précharge, initialement un test de précharge dépendance, et ensuite on voit si on a été efficace, et on n'est plutôt pas si mal que ça. J'attire votre attention sur le fait que l'hypotension artérielle et l'oligurie, probablement pour plein de choses, en particulier des patients qui étaient sous diurétique pour certains, n'étaient pas prédictifs d'un bas débit cardiaque. C'est vraiment, voilà, ça va être vraiment la perfusion tissulaire et celle avec qu'on approche, c'est-à-dire la température, les marbrures, celle qu'on voit. Et donc l'intérêt de l'échographie est de répondre à une question quand l'anamnèse et l'examen clinique n'y parviennent pas. En tout cas, moi, c'est un peu mon point de vue. J'adore l'échographie, je l'utilise beaucoup. Donc je me mets dans l'état d'esprit du contre, mais ça reste un outil. Ça reste un outil. Et le problème, c'est que parfois, quand l'examen clinique n'y répond pas, l'échographie ne répondra pas forcément beaucoup plus parce que les paramètres ils vont être un peu discordants ou ça va être intermédiaire, on va être dans la zone grise. Le tableau clinique caricatural avec le kissing VG, le gradient intra-VG, etc., c'est des patients dont on voit qu'ils sont hypovolémiques. C'est des patients qui ont une diastole, qui vont être une pression pulsée qui vont être effondrées, qui ont une pression systolique qui va être effondrée, qui sont très oliguriques, etc. Et donc, la vraie question, c'est quel est le bénéfice sur la difficulté diagnostique. Donc, en synthèse, parfois le plus difficile, et ça c'est vrai c'est vrai dans plein de domaines de la médecine, en particulier sur le monitorage et sur l'échographie, ne rien faire est parfois la chose la plus difficile au monde. C'est-à-dire, on ne va pas remplir, on ne va pas vider et on ne va pas évaluer. Le malade, il va bien. Voilà. Il a 5 de lactate, d'accord, mais il est assis dans son lit, il est en train de manger, de lire Libération, et ses drains sont secs. Bon, il va bien. Voilà, donc c'est probablement pas d'over-diagnostic, pas d'over-traitement, et donc pas d'échographie, juste pour voir l'échographie, c'est pour une question précise, pour un patient sur lequel on est très embêté. Et que l'échographie, c'est un outil incontournable dans l'évaluation de la volémie d'un patient, qu'il faut savoir faire sans, et en particulier la problématique de la formation des équipes aujourd'hui, y compris dans des pays comme les États-Unis ou en Europe, est une vraie problématique. L'intérêt de l'échographie qu'on n'a pas évoqué là, puisque le topo c'était évaluer la volémie, c'est quand même l'aspect diagnostique. C'est qu'un pico, ça ne va pas vous donner un diagnostic. Une échographie, on peut voir une valvulopathie, on peut voir une altération de la fraction d'éjection, on peut voir un trouble cinétique segmentaire, on peut voir des choses quand même que d'autres moyens de monitorage ne nous donnent pas. Et donc c'est un outil au service de raisonnement médical, pas une boule de cristal, et je vous encourage à toujours confronter l'examen clinique que vous avez eu aux données de l'échographie que vous allez faire, et vous verrez que probablement au bout d'un moment vous aurez moins besoin d'examens complémentaires, en particulier d'échographie qui est chronophage, pour arriver au même diagnostic et surtout à la même prise en charge. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.